Quand on parle de destruction d'emplois dans l'automobile française, le grand public imagine PSA ou Renault qui licencient massivement dans leurs usines d'assemblage. C'est faux! Les constructeurs gardent leur centre d'ingénierie, leur marketing, leurs sièges sociaux. L'hécatombe, elle frappe ailleurs, chez les équipementiers, les sous-traitants de rang 1, 2 et 3, dans l'intérim industriel. Bref, là où travaillent les vrais producteurs de richesse. Ces 33% d'emplois détruits, selon les chiffres de la PFA, plateforme filière automobile, c'est d'abord l'effondrement de la chaîne de valeur du thermique. Fini l'usinage des blocs moteurs. Toute cette mécanique de précision qui faisait la fierté de nos bassins industriels, évaporée. Remplacée par quoi? Par des moteurs électriques, assemblés avec des composants asiatiques et des batteries chinoises. La voiture électrique, c'est moins de pièces, moins d'usinage, moins de maintenance. Donc, mécaniquement, moins d'emplois. Un moteur thermique moderne, c'est des centaines de pièces, usinées, coulées, rectifiées dans nos usines. Un 2 litres HDI, c'est 340 pièces différentes, fabriquées par 80 fournisseurs français. Un moteur électrique, c'est un rotor, un stator et de l'électronique de puissance majoritairement importée. Mais attendez, vous ne connaissez pas encore le pire de cette arnaque organisée. On ne vous a pas dit que cette transition allait créer autant d'emplois qu'elle en détruisait? Mensonge d'État. Aujourd'hui, même nos gigafactories européennes dépendent de technologies, d'équipements et de matières premières contrôlées par la Chine. Le résultat, nous détruisons des emplois industriels français pour financer des importations chinoises subventionnées. C'est l'inverse de la souveraineté industrielle. Pendant que nos équipementiers ferment leurs sites d'injection et de fonderie, les Chinois inondent l'Europe de véhicules électriques, vendus sous leur prix de revient grâce aux subventions massives de Pékin. Prenez l'exemple concret d'un équipementier français spécialisé dans l'injection diesel. Il employait 500 personnes pour usiner des pompes haute pression, des injecteurs, des rails. Avec l'électrification forcée, ce métier disparaît purement et simplement. Que devient cette expertise? Elle s'évapore. Que deviennent ces 500 emplois? Ils migrent vers le chômage, l'intérim précaire. L'intérim, justement, c'est le fusible numéro 1 de cette débâcle. Ces hommes et ces femmes que personne ne défend, invisibles dans les statistiques, sacrifiés sur l'autel de l'obsession verte. Quand un site perd un contrat thermique, les intérimaires disparaissent avant même que les journalistes s'en aperçoivent. Pas de plan social médiatisé, pas de manifestation, juste une évaporation silencieuse de milliers d'emplois dans nos bassins industriels. Ces travailleurs, souvent dans la force de l'âge, se retrouvent du jour au lendemain sans perspective, contraints de se reconvertir dans des secteurs moins qualifiés et moins rémunérés. Ils passent d'ouvriers spécialisés dans l'usinage de précision à agents de sécurité ou livreurs quand ils trouvent du travail. Certains, après 20 ans à maîtriser la fabrication de systèmes d'injection complexes, se retrouvent à empiler des colis dans des entrepôts logistiques. Cette déqualification massive représente un gâchis humain et économique colossal, une destruction de capital humain qui ne se mesure pas dans les statistiques officielles, mais se vit dans les familles et les territoires. Un tourneur-fraiseur qui gagnait 2400 € net se retrouve manutentionnaire à 1200 €. Une famille de classe moyenne bascule dans la précarité parce que nos bureaucrates ont décidé que son métier était obsolète. Cette destruction n'est pas accidentelle. Qui en profite vraiment? Les technocrates de Bruxelles qui n'ont jamais mis les pieds dans une usine? Les normes CO2 toujours plus contraignantes? Les pénalités financières astronomiques? L'interdiction programmée du thermique en 2035? Tout cela forme un étau réglementaire qui étrangle notre industrie. Frans Timmermans, architecte du pacte vert européen, n'a jamais travaillé une seule journée en usine. Thierry Breton, censé défendre l'industrie européenne, pilote la liquidation de nos usines depuis son bureau bruxellois. Ces hauts fonctionnaires, déconnectés du terrain, évoluent dans un monde de PowerPoint et de réunions virtuelles, loin des réalités industrielles et des contraintes de production. Quand un commissaire européen pond une nouvelle norme environnementale, il ne voit pas les ouvriers qui vont pointer au chômage 6 mois plus tard. Il ne visite pas les PME sous-traitantes qui vont mettre la clé sous la porte. Il ne rencontre pas les familles dont le pouvoir d'achat va s'effondrer. Cette technocratie, dans sa tour d'ivoire, gouverne par injonction moralisatrice, sans assumer les conséquences concrètes de ses choix. Et qui profite de cette politique suicidaire? La Chine en premier lieu. Elle contrôle 80% de la chaîne de valeur des batteries, du raffinage des matières premières à la production des cellules. Chaque voiture électrique vendue en Europe enrichit l'industrie chinoise au détriment de nos emplois. Les Chinois ont compris que dominer les batteries, c'était contrôler l'automobile de demain. Pendant qu'on se flagellait sur nos émissions, eux construisaient méthodiquement leur hégémonie industrielle.
BYD, CATL, qui représentent à eux seuls 60% de la production mondiale de batteries, engrangent des milliards pendant que nos équipementiers ferment. Vous voyez le piège ? Pendant qu'on détruit nos emplois pour sauver la planète, on enrichit le pays le plus pollueur du monde. Le gouvernement de Pékin subventionne massivement ses champions, puis organise le transfert de technologies via des joint ventures obligatoires. Cette stratégie industrielle agressive, planifiée sur le long terme, écrase nos entreprises handicapées par des réglementations environnementales de plus en plus lourdes. Résultat, nous importons des véhicules électriques fabriqués au charbon chinois pour sauver la planète. L'absurdité est totale. Tesla installe ses gigafactories chinoises, profite des subventions locales, puis exporte vers l'Europe ses voitures estampillées propres. Cette délocalisation verte enrichit les pollueurs d'hier au détriment des industriels européens, contraints de respecter des normes drastiques. Stellantis incarne parfaitement cette dérive. Sous couvert de plateforme mondiale et de chasse aux coûts, ce groupe se comporte comme une machine à délocalisation. Les emplois français deviennent des variables d'ajustement. Carlos Tavares optimise les bilans comptables en détruisant le capital humain et technique français. Chaque fermeture de site, chaque délocalisation, c'est un peu de notre souveraineté qui part en fumée. Le patron de Stellantis touche 25 millions d'euros par an pour organiser la désindustrialisation française. Pendant que Tavares empoche 25 millions, des familles entières basculent dans la précarité. Il ferme les usines hexagonales tout en ouvrant de nouvelles capacités, au Maroc, en Turquie ou en Europe de l'Est. Les ouvriers français paient leurs propres licenciements via les subventions publiques accordées au groupe pour sa transition écologique. Cette financiarisation de l'industrie automobile transforme nos constructeurs historiques en fonds d'investissement déguisés, plus préoccupés de dividendes que de production. Peugeot, centenaire française, n'est plus qu'une marque dans un portefeuille financier géré depuis Amsterdam. Cette évaporation de l'identité industrielle française s'accompagne d'une perte de savoir-faire dramatique. Et quand leurs moteurs tombent en panne prématurément, comme certains 3 cylindres récents, c'est l'aveu d'un échec industriel. On sacrifie la fiabilité sur l'autel des normes CO2. Mais ce massacre ne touche pas que les constructeurs et équipementiers. Chaque emploi industriel détruit en entraîne 3 autres dans les services. Transport, maintenance, restauration, commerce local. C'est tout un écosystème territorial qui s'effondre. Les gilets jaunes n'étaient pas un accident de parcours, c'était le signal d'alarme d'une France périphérique, sacrifiée sur l'autel de l'aveuglement vert. Les collectivités territoriales voient leurs recettes fiscales s'évaporer, les contraignant à réduire les services publics et les investissements. Cette spirale déflationniste transforme des bassins industriels dynamiques en zones sinistrées. Belfort, berceau de l'industrie française, compte aujourd'hui 20% de chômeurs. Montbéliard, fief de Peugeot, voit ses jeunes partir étudier ailleurs sans jamais revenir. Ces villes industrielles, qui incarnaient la réussite sociale française du XXe siècle, deviennent des musées à ciel ouvert de notre sabotage économique. Les maires de ces communes tentent désespérément d'attirer de nouveaux investisseurs, bradent les terrains industriels, multiplient les niches fiscales, mais ne peuvent rivaliser avec les délocalisations low-cost organisées par les multinationales. Le réseau après-vente trinque aussi. La voiture électrique nécessite beaucoup moins d'entretien que le thermique. Fini les vidanges régulières, les changements de filtres, les réparations d'embrayage ou de turbo. Résultat, des milliers de garagistes et de mécaniciens voient leur métier se vider de sa substance. Ces professionnels, qui ont investi dans leur formation, leurs outils, leurs ateliers, se retrouvent avec des compétences devenues inutiles du jour au lendemain. Beaucoup n'ont pas les moyens de se reconvertir dans l'électrique, d'autant que les formations coûtent cher et que les volumes de réparation électrique sont dérisoires. Un garage indépendant qui survivait avec 200 vidanges mensuelles se retrouve avec 20 interventions électriques par mois. Les marges s'effondrent, les volumes aussi. Les investissements nécessaires pour la maintenance électrique, ponts élévateurs isolés, multimètres spécialisés, formations obligatoires, coûtent plus cher que le chiffre d'affaires généré. Résultat, fermeture en cascade dans l'artisanat automobile. Ces garagistes de proximité, souvent installés depuis des générations, disparaissent au profit des concessions officielles équipées pour l'électrique. C'est tout un maillage territorial de services de proximité qui s'évapore, contraignant les automobilistes ruraux à parcourir des dizaines de kilomètres pour un simple diagnostic. Cette concentration du service automobile appauvrit encore davantage les territoires périphériques déjà malmenés par la désindustrialisation. Et le consommateur dans tout ça, il paie la facture. D'abord par la fiscalité punitive qui le pousse vers des véhicules plus chers. Ensuite, par la décote catastrophique. Une Zoé de 3 ans
perd 60% de sa valeur. Une Clio thermique équivalente, seulement 40%. La raison ? Personne ne veut racheter une batterie vieillissante à 15 000 €. Les assureurs classent désormais les électriques en perte totale des 30% de dégâts. Pourquoi ? Parce que personne ne veut racheter une voiture électrique dont la batterie vieillit et coûte 15 000 € à remplacer. Les assureurs classent désormais les véhicules électriques en perte économique totale des 30% de dégâts, car le remplacement des batteries coûte plus cher que la valeur résiduelle du véhicule. Cette réalité économique transforme l'achat d'un véhicule électrique en piège financier pour les ménages modestes. Le bonus écologique pousse les ménages modestes vers un piège financier. Ils achètent neuf avec le bonus écologique, mais se retrouvent coincés avec un bien invendable au bout de quelques années. Les organismes de crédit commencent d'ailleurs à durcir leurs conditions pour les prêts automobiles électriques, conscients du risque de dépréciation accélérée. Cette bulle spéculative, orchestrée par les pouvoirs publics, va exploser au visage des consommateurs les plus fragiles, ceux qui ne peuvent pas se permettre de changer de voiture tous les 3 ans. Les foyers monoparentaux, les jeunes actifs, les retraités modestes se retrouveront avec des véhicules dévalués, impossibles à revendre, sans oublier l'angoisse de l'autonomie et le désert des bornes de recharge dans nos campagnes. Cette politique détruit donc l'emploi et rend la mobilité moins accessible aux classes moyennes. C'est un double échec social et industriel. On nous vend la modernité, mais on nous livre la régression économique. Les ouvriers qui fabriquaient les voitures n'ont plus les moyens de s'en acheter une neuve. C'est le comble de l'absurdité. Un ouvrier qui a acheté une C4 diesel en 2018 pour 18 000 € se retrouve avec un véhicule qui vaut 8 000 € en 2024, interdit dans sa propre ville, taxé à mort, impossible à revendre. Ce même ouvrier devrait débourser 35 000 € pour une C4 électrique équivalente, soit plus de 2 années de salaire net. Cette équation impossible pousse les ménages modestes vers le crédit automobile à outrance, ou vers l'exclusion pure et simple de la mobilité individuelle. Les zones rurales, déjà frappées par la désertification des services publics, subissent une double peine avec l'électrification forcée. Pas de bornes de recharge, pas de revenus suffisants pour l'achat électrique, pas de transport en commun alternatif. C'est l'assignation à résidence programmée pour les classes populaires périphériques. Même les constructeurs abandonnent l'électrique. Le plus dramatique, c'est la perte des savoir-faire. Quand on ferme une fonderie ou un atelier d'usinage, on ne détruit pas que des emplois, on fait disparaître des compétences qui ont mis des décennies à se construire. Et ça, contrairement aux promesses politiques, ça ne se recrée pas d'un claquement de doigts avec un plan de communication. Un fondeur expérimenté, ça se forme en 15 ans. Un usineur de précision, pareil. Ces métiers demandent une dextérité, une connaissance des matériaux, une intuition technique qui ne s'apprennent qu'avec le temps et la pratique. Une fois ces compétences perdues, il faudra une génération pour les reconstituer, si tant est qu'on le veuille encore. La France possédait des fonderies centenaires, capables de couler des pièces complexes avec des tolérances au centième de millimètre. Ces savoir-faire uniques, héritage de générations, disparaissent avec la fermeture des sites. Les jeunes ne s'orientent plus vers ces métiers sales et supposés condamnés. Les écoles techniques ferment leurs sections fonderie, usinage, traitement thermique. Cette érosion du capital humain industriel nous rend dépendants des importations pour tous nos besoins mécaniques. Demain, nous ne saurons plus produire un moteur, un réducteur ou un vérin hydraulique. Cette amnésie industrielle programmée transforme la France en pays de services précaires, incapable de produire les biens qu'elle consomme. Le paradoxe est saisissant. Nous fermons nos dernières aciéries au nom de l'environnement, puis importons de l'acier chinois produit au charbon. L'Allemagne s'en sort mieux parce que sa structure industrielle était mieux armée pour absorber ces contraintes. Véhicules haut de gamme, marge plus importante, capacité d'investissement dans l'électrification, pendant que nous, avec notre positionnement, nous prenons la transition de plein fouet. BMW, Mercedes, Audi peuvent répercuter le surcoût de l'électrification sur leurs clients fortunés. Nos Peugeot, Citroën et Renault, elles, sont prises en étau entre les coûts qui explosent et des consommateurs au budget contraint. Résultat, elles délocalisent pour survivre. Ford a annulé 12 milliards d'investissements électriques aux États-Unis, reconnaissant l'échec commercial de ses modèles à batterie. Toyota, jamais entré dans la course folle au tout électrique, voit ses ventes hybrides exploser. Ces signaux du marché mondial prouvent l'impasse de l'électrification brutale. Mais nos dirigeants français persistent dans l'erreur par orgueil idéologique. Cette obstination aveugle condamne notre industrie automobile à disparaître au profit de concurrents plus pragmatiques. Cette politique automobile n'est pas une transition, c'est un transfert d'emplois hors de France,
Transfert de valeur vers l'Asie, transfert de contraintes sur le consommateur français. Les bureaucrates de Bruxelles ont leur agenda idéologique. La Chine a sa stratégie industrielle. Et nous payons la facture de cette double soumission. Pendant que nos usines ferment, Xi Jinping se frotte les mains en voyant ses exportations automobiles exploser vers l'Europe naïve. Cette débâcle révèle aussi l'incompétence crasse de nos élites politiques et administratives. Combien de nos ministres de l'Industrie avaient déjà visité une usine avant leur nomination? Combien comprennent la différence entre un équipementier de rang 1 et de rang 2? Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous constatez cette désindustrialisation dans votre région. Et partagez cette vidéo pour que ces chiffres cachés soient enfin connus. Parce que derrière ces 33% d'emplois détruits, il y a des visages, des familles, des territoires entiers qui paient le prix du fanatisme vert. L'automobile française méritait mieux que cette mise à mort programmée, déguisée en modernité.